Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation. Vous avez l'habitude de suivre un confrère, vous suiviez un confrère ici. Désormais, vous allez vous habituer avec moi. Je reviens avec cette grande émission Débat pour la Nation. Vous allez me suivre, je crois, chaque jour, désormais, et je serai là pour vous satisfaire en attendant que nous puissions, comme dans mes habitudes, former 2-3 personnes qui pourront prendre le relais au cas où je ne suis pas au pays, où je suis empêché, parce que quand il n'y a pas de relève, ça ne sert à rien. La diplomatie sont les armes, c'est comme la musique sont les instruments. Une forte diplomatie se pose sur votre capacité aussi, passez-moi les termes, de nuisance. Comme disait quelqu'un, il faut être fort militairement pour que sur la table que vous ayez un mot à dire. 62 ans, nous avons il y a peu fêté notre indépendance, mais 62 ans après, avec du recul, avec une introspection, nous en sommes où aujourd'hui? Lorsqu'on regarde le pays aujourd'hui, au-delà des hommes, lorsqu'on regarde le Congo aujourd'hui, sommes-nous fiers? Avons-nous avancé? Avons-nous régressé? À tout point de vue. Du point de vue sécuritaire, du point de vue social, du point de vue économique, sanitaire, du point de vue de la presse, du point de vue de l'homme politique congolais, du point de vue du jeune. Ce jeune de 1960 qui avait 25 ans, qui avait 30 ans, et ce jeune aujourd'hui, 25-30 ans, est-ce que c'est la même personne? Des questions comme ça qui taraudent des esprits où nous allons réfléchir sur ce plateau. Avec des personnalités importantes, des éminences grises. Et nous disons toujours que c'est ces chocs d'idées qui va jaillir la lumière. Nous allons avoir le substrat, si pas la quintessence de leurs réflexions, qui pourront servir aux générations futures, ceux qui nous suivent, parce que la télévision doit être un canal, un vecteur qui devrait permettre à l'éclosion, au développement d'une nation. Malheureusement, elle est utilisée d'une certaine façon qui n'aide pas le pays à avancer. Nous voulons nous vouer à cet exercice assez délicat pour aider la nation à avancer. 3 invités. Le 4e viendra en léger retard, mais il sera avec nous. Le premier avec nous sur ce plateau, Pati Katonga, acteur politique. Il est maï aussi. Bienvenue, Pati Katonga. J'aimerais aujourd'hui vous présenter comme des acteurs politiques et des leaders d'opinion. Bienvenue, Pati Katonga. Merci beaucoup de l'invitation et je remercie aussi mes co-débatteurs. Merci. Deuxième invité, les intimes l'appellent le très pondéré. Albert Moleka Nzoko, acteur politique, mais leader d'opinion aussi sur ce plateau. Albert Moleka, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, merci de nous avoir invités. Troisième invité, ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai reçu, je le recevais assez souvent. On a pensé à lui, regardez ses réflexions assez pertinentes. Le professeur Kalele Kabila, acteur politique aussi, leader d'opinion. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, mais je ne me vois pas là-bas. Vous êtes là. Mais vous devez regarder la caméra pour que le téléspectateur comprenne que c'est eux que vous êtes en train de regarder. Là-bas, c'est juste le retour. Bienvenue, professeur. Merci. Alors, le 4e invité, c'est M. Norbert Yamba qui va être avec nous d'un moment à l'autre. Vous allez avoir l'habitude de nous suivre, ce sera souvent le début du week-end, jeudi, vendredi. Vous allez commencer à nous suivre comme ça, où nous allons poser les pieds dans le jalon. Pati Katonga, 62 ans après, je mets le pied dans le plat. Nous commençons par l'aspect sécuritaire. Avant l'indépendance, nous avions une armée, la force publique, si je ne m'abuse. Cette force publique a fait des exploits. Nous étions à Éthiopie aujourd'hui, ancienne Abyssinie hier, Gambela, Sayo et tout, des victoires en victoire. Nous étions même au Rwanda, où nous avons marché sur le Rwanda plusieurs fois. Avec Mobutu, pareil. Nos militaires étaient au Tchad. Kadhafi, une fois, dit que s'il avait l'armée, qu'avait Mobutu, il pouvait conquérir toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, 62 ans après, une partie du pays est occupée. C'est pour ça que je commence avec ce sujet.
62 ans après, qu'avons-nous fait de notre pays du point de vue sécuritaire? Qui en est responsable? Il vous souviendra que pour ceux qui lisent, le roi Léopold II dit que si vous cédez la Ruzizi au Rwanda, votre roi se reverra de sa tombe pour venir. Ça, c'est un livre que j'ai lu, Congo, une histoire de Van Reybroock, si j'ai bien prononcé son nom, c'est en belge. Voilà, le livre que j'ai lu. Alors aujourd'hui, une partie du pays est occupée par des rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? La situation sécuritaire du pays 62 ans après, Pati Katanga. Je sais que le trou est béant, le problème il est profond, mais nous avons du temps, suffisamment du temps pour crever l'abcès. Merci beaucoup de la question, mais la question est très complexe et la réponse aussi sera complexe et pas complète. Complexe, mais pas complète, parce que il faudra regarder dans tous les domaines qu'est-ce qui a fait que la déliquescence de notre pays en matière de sécurité soit au niveau où il est aujourd'hui. Vous avez dit le roi 1909-1910 dans son lit de mort appelle le premier ministre belge et lui dit: si vous cédiez la Ruzizi Kivu, votre roi sortira de sa tombe pour vous les reprocher. Tout à fait. Mais parce que la Ruzizi Kivu était partie intégrante du Congo belge. Les Belges ont mis les agrégats. Une nation a besoin, en termes de sécurité, a besoin d'avoir des outils de défense. Il faut des outils de défense. Le roi a mis en place. Au départ, c'était pour mater les colonisés, mais bon, ça tournait à la faveur et de Belges et à notre faveur. A mis en place une armée parce qu'on a constaté que bon, les Belges étaient trop minoritaires. Il fallait utiliser aussi des militaires congolais. C'est le but de la mise en place de la force publique. La force publique n'a jamais connu de défaite. C'est ce qu'on, avant d'aller dans les... La force publique n'a jamais eu une défaite. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est là qu'on va aller... c'est la Belgique, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui vient nous attaquer, c'est l'Allemagne qui vient attaquer le Congo. Vers le fond Est, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que le Rwanda était une colonie allemande. Hein. Oui, le Rwanda, le Burundi, et il y avait un certain nombre de colonies allemandes. Et ils étaient jaloux de la colonie belge. Même le Cameroun était une colonie allemande. Oui, colonie allemande aussi. Le Togo aussi, colonie allemande. Si vous allez en Afrique australe, il y a eu beaucoup de pays de colonies allemandes. C'était une puissance coloniale allemande, avant la Première Guerre mondiale. Et le Congo jalousait déjà à cette époque les autres puissances coloniales. C'est comme ça que l'Allemagne va monter une expédition, toujours l'Est. Nous en sommes toujours à l'Est. Et le gouverneur de la colonie va donner l'ordre à la force publique de riposter. Le gouverneur va donner l'ordre à la force politique de riposter. Et non seulement nous allons repousser l'attaque allemande, mais nous allons poursuivre les Allemands. Nous sommes dans les années 1915-1916. Nous allons poursuivre les Allemands jusque dans leur colonie. Avec les Paul Panda à l'époque. Nous allons poursuivre les Allemands jusque dans leur colonie, jusqu'à défaire l'Allemagne et à déposséder l'Allemagne de ses colonies. Quand ils vont aller en 1919, au traité de Versailles, en 1919, après la Première Guerre mondiale, ils vont constater que la force publique, donc la Belgique va tirer les dividendes lorsqu'on va maintenant dépecer les colonies allemandes. La Belgique va avoir en su du Congo belge, on va lui rajouter le Rwanda et le Burundi. Parce qu'en fait, toutes les colonies allemandes étaient partagées par des colonies qui avaient gagné. Exactement, la France. Les Anglais là, voulaient les vainqueurs ont dépecé la bête et chacun a pris son morceau. La France a pris le Togo. Il faut connaître l'histoire, hein, c'est important. La France a pris le Togo et une partie du Cameroun. Du Cameroun, parce que l'autre partie c'est les Anglais. Oui, les Anglais ont pris une partie du Cameroun. Et si on descend vers l'Afrique australe là-bas, il y a eu beaucoup de colonies, notamment la Tanzanie aussi.
les Allemands, les Britanniques ont récupéré la Tanzanie. Donc, on a dépecé la bête pour le compte de la Belgique. En faveur de la bataille remportée par la force publique sur les Allemands, la Belgique aura en sus de sa colonie le Rwanda et le Burundi. Donc le Rwanda et le Burundi, c'est notre conquête. Malheureusement, j'ai consulté les livres d'histoire. Les livres congolais, on n'en parlait pas. Un peuple se valorise aussi par les batailles remportées. Par son histoire. Et donc le Rwanda et le Burundi seront l'arrière-chambre de la Belgique comme étant de colonie. Mais on ne va pas nous donner la même citoyenneté. Les Congolais, nous allons rester sujets belges. Sujets. On n'a pas la citoyenneté belge. Mais on est sujet du roi. Et eux, ils seront toujours des immigrés. Ils n'auront pas le même statut que les Congolais. Donc voilà, comme ça, on va progresser. La Deuxième Guerre mondiale, la même chose. On constate que... 40-45. 40-45, ben, on va envoyer la force publique jusqu'à l'Abyssinie. Là, nous sommes en Éthiopie. Et nous allons remporter des batailles à Sayo, à Sosa, Gambela. Et il va s'illustrer quelqu'un qu'on a appelé ici Bobozo. Bozo de Gonzague. Militaire congolais de la force publique. Il va se révéler à la face et de la Belgique et du monde et des alliés un vaillant soldat. Et comme ça, après même la Seconde Guerre mondiale, on va envoyer encore la force publique jusqu'en Palestine. On va envoyer la force publique en Égypte. Donc ça veut dire que la Belgique avait construit un outil de défense. C'est une construction. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel subitement. C'est une construction. C'est ainsi que le commandant de la force publique, après la Seconde Guerre mondiale, dira que la seule armée au monde qui n'a jamais connu une défaite, c'était la force publique. On va connaître l'indépendance, parce que vous voulez savoir la décrépitude. Nous allons avoir l'indépendance, mais il faut toujours avoir à l'esprit que le Congo était une colonie convoitée par les grandes puissances. Ça, il faut toujours avoir à l'esprit. Et lorsque nous allons devenir indépendants d'ailleurs, parce qu'il faut souligner ici, la Seconde Guerre mondiale a pris fin grâce à l'uranium venu du Congo. Et on a récompensé la Belgique pour cela. Aujourd'hui, le Congo ne sait même pas, nos enfants n'étudient même pas, n'apprennent même pas que la Seconde Guerre mondiale a pris fin grâce à l'uranium venu du Congo avec lequel on a fabriqué la bombe atomique. Et aujourd'hui, la Belgique en a tiré toutes les dividendes. La Belgique s'est développée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la seule monnaie à ne pas être dévaluée, c'était le franc belge. La seule monnaie qui est restée monnaie forte pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le franc belge. Grâce quoi? Grâce à la Gérabie, à la carrière de mine, donc grâce à nos minéraux, et aussi la Belgique était un pays qui était dans la bonne gouvernance, qui faisait qu'il avait une colonie d'exploitation, mais toutes les grandes puissances convoitaient. Mais on a connu, je ne veux pas mobiliser la parole parce que c'est étape par étape. Et puis on va connaître l'indépendance. L'indépendance va arriver dans les conditions que nous connaissons. Et la Belgique ne s'est jamais résolue à donner l'indépendance au Congo. La Belgique avait toujours dans son esprit que le Congo resterait colonie d'exploitation. Parce que la Belgique s'est développée grâce au Congo, aux minéraux congolais, et le Congo était pourvoyeur des minéraux. Et ça a permis à la Belgique de se développer dans tous les domaines. Et la Belgique n'avait jamais préparé l'indépendance, et l'indépendance est venue surprendre la Belgique. Ben, tout est parti de là, puisque nous n'avons pas été préparés, contrairement aux colonies britanniques ou aux colonies françaises. Nous, c'était dans l'improvisation presque. Il y avait un plan pour qu'on soit indépendant vers les années 80. Oui, le plan Van Bilsen, qui disait dans les années de 1955 qu'il fallait, le Congo devait attendre 30 ans. Quoique, aujourd'hui avec les reculs, ça ne va pas changer. Vous donnez raison. Non, j'ai dit qu'il n'avait pas forcément tort. Donc on était indépendant tôt,
C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train de Je ne dis pas qu'on manquer. était indépendant tôt. C'était le moment de devenir indépendant parce que c'était une vague. Toutes les colonies françaises et toutes les colonies britanniques. Nous n'avons pas été préparés à l'indépendance. C'est là qu'il y a eu le problème. Puisque nous n'avons pas été préparés à l'indépendance. Et donc la Belgique, qui ne voulait pas nous donner l'indépendance, a conçu notre plan. À peine le monde va au pouvoir, 11 jours après, le 11 juillet, je crois, c'est le Katanga qui se butine. Donc on n'a jamais voulu nous donner l'indépendance. C'est les Katanga qui, enfin, on dit Tchombe, mais Tchombe n'est qu'un valet de Belge. En fait, c'est les Belges qui ont mis la sécession au Congo. 20 jours après, c'est Albert Kalonji. Voilà quoi. Et nous allons commencer, voilà cette indépendance. Et l'armée, déjà l'armée, déjà avec la Belgique, prend les meilleurs militaires au Katanga. Il prend les meilleurs au Katanga, parce que la Belgique nous connaissait la force publique. Okay. Et lorsque Kalonji va aussi, on commence à défaire. La Belgique commence à démonter l'outil de défense qu'elle avait monté en faveur de sa colonie. La Belgique commence. Voilà comment on a commencé à défaire notre armée. Oui. Ensuite, Mobutu prendra le pouvoir, coup d'État. Mobutu. Mais nous avions quand même une armée aussi sous Mobutu. Mobutu a eu une armée. Pourquoi Mobutu a eu une armée? Pourquoi on a laissé Mobutu monter une armée? Nous sommes au creuset de la guerre froide. Mobutu apparaît comme les remparts du communisme en Afrique centrale. Il y a l'Angola qui est menaçante, il y a le Congo-Brazzaville, il y a d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, et le Zaïre, le Congo d'abord va devenir le Zaïre, apparaît. Mobutu a été préparé par les Belges, Mobutu a été préparé par les Américains, je veux dire. Et Mobutu a été préparé pour prendre le pouvoir, pas pour développer la République démocratique du Congo, mais pour servir, pour être le valet, pour servir les intérêts des Occidentaux. Et c'est comme ça qu'on va lui laisser monter une armée pendant un moment. Parce qu'il faut faire face au danger du communisme qui menace la République démocratique du Congo. Et donc on ne pouvait pas laisser Mobutu, on ne pouvait pas laisser le Congo, les Américains, c'était hors de question, on ne pouvait pas laisser le Congo tomber dans les girons de ce qu'on a appelé l'Union soviétique. D'accord. Je veux vous revenir pour qu'on avance. On a compris l'histoire, comme l'a Pati Katanga, Albert Mouleka. On arrive Kabila, on arrive aujourd'hui, mais ma question reste, où en sommes-nous aujourd'hui et pourquoi? Peter, je crois que ensuite d'abord à l'énoncé très clair de l'histoire de ce pays, ne fût-ce que pendant le XXe siècle, il y a une évidence qui s'applique à chaque pays, c'est que le sort d'un pays dépend d'abord de sa population et de ses dirigeants. Je crois qu'il faut éviter de toujours trop verser dans le pointage du doigt, disant que tous nos malheurs, c'est la faute des autres. Ce sens que avons-nous pris nos responsabilités afin de pouvoir assumer nos responsabilités par rapport nos devoirs par rapport à notre pays. Et là, le Congo et les Congolais présentent une lacune fondamentale, pour ne pas dire d'une certaine manière mortelle, c'est que nous n'avons pas d'histoire. C'est-à-dire une histoire qui est enseignée. Vous disiez en introduction, 62 ans après l'indépendance, après la proclamation de l'indépendance, quelle histoire du Congo est enseignée aux jeunes Congolais, aux générations présentes et à venir? Puisque un peuple qui n'a pas en tête son histoire, c'est-à-dire son passé, ses fondements, pour ne pas dire ses fondations, dans quelle mesure ce peuple, ou même ses dirigeants, pourront avoir une vision correcte de l'avenir du pays, puisque l'avenir d'un pays se dessine à partir d'un passé. Mais chaque pays, chaque nation a son rôle
à jouer, puisque si nous sommes placés géographiquement, par exemple, au milieu de l'Afrique, avec neuf voisins, ça donne déjà une idée de notre rôle au sein de ce continent. Quand vous avez 9 voisins, vous devez être une nation de paix. Parce que vous devez maintenir en paix non seulement votre nation, mais vos voisins. Mais vos voisins, la paix avec vous et la paix encore entre que eux. Ces voisins-là doivent aussi vous vouloir la paix. Hein. Et il y a, je crois, il y a tout un travail qui doit se faire, et ça c'est au niveau de l'enseignement, au niveau de... Comme notre système éducatif par exemple. Au niveau de l'éducation. On nous enseigne Charles Quint, Charlemagne, De Gaulle. On lui place de nous enseigner par exemple ce qui s'est passé à Abyssinie, en Éthiopie, la France publique. Beaucoup ne savent pas, il faut lire dans les livres. On nous enseigne plus ce qui se passe en France. Je pense que cela a été dit déjà dans le passé, on doit beaucoup penser sur la refondation, je dirais même la refondation du Congolais lui-même, afin de redéfinir le Congolais c'est qui ou le Congolais c'est quoi. Parce qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de définir le Congolais. Quoi, l'identité congolaise? L'identité congolaise, bien sûr, l'identité congolaise. Parce que c'est une chose de se définir par rapport à certains enjeux, par rapport à certains thèmes d'actualité, mais cela ne fait pas de vous un Congolais, cela ne fait pas de vous quelqu'un qui est nécessaire, indispensable à l'avancement de ce pays. Or, c'est cela un citoyen. Un citoyen a un rôle, a une responsabilité pour l'avancement de son pays, de la communauté, de la société. Donc c'est un travail ardu qui se pose pour les générations à venir. Je crois qu'à notre niveau, il nous appartient de donner quand même certains éléments par rapport aux souvenirs que nous pouvons encore avoir de notre histoire, et aussi par rapport surtout à qu'est-ce qui a marché dans le pays. On parle souvent des choses qui n'ont pas marché, mais qu'est-ce qui a pu fonctionner dans ce pays? Par exemple, très souvent les gens oublient que nous avons eu dans ce pays une monnaie convertible à un certain moment. C'est-à-dire que vous preniez votre monnaie, vous alliez dans un bureau de change n'importe où dans le monde et on vous donnait 2 dollars ou bien... l'équivalent à 2 dollars à l'époque. Équivalent à 2 dollars ou 100 francs belges. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons arrivés à ce niveau-là? La Banque centrale était dirigée par un Congolais. Le pays était dirigé par un Congolais, zérois. Les ministres, c'était des Congolais zérois. On a pu atteindre certains sommets, mais faut-il savoir comment avons-nous atteint ces sommets, comment pouvons-nous encore, d'une certaine manière, nous redynamiser pour remonter la pente afin d'assumer nos responsabilités. Qui est responsable? Nous sommes tous responsables. À différents degrés, bien sûr, mais nous sommes tous responsables. À différents degrés. Le leadership politique est responsable dans le sens que, vous avez voulu prendre les commandes du pays et diriger la population, diriger toutes les affaires. Voilà où vous nous avez menés. Vous avez une part de responsabilité. Tout comme la population aussi a une part de responsabilité lorsqu'elle n'arrive pas à imposer sa volonté et ses intérêts face à des régimes qui n'ont pas l'intérêt de la population à cœur. Professeur Kalile Kabila, aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, parce qu'en fait, nous quittons hier pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, l'actualité, c'est cette situation dans l'Est. Lorsque vous regardez cette situation, vous vous dites quoi? Comment sommes-nous arrivés là? Avant de vous poser la question de savoir que faire pour en sortir. Bon, alors, que faire, ça vient toujours après. Tout à fait. Je voudrais que les téléspectateurs retiennent comme élément d'histoire important ce que Kati Katanga vient de dire
sur la force publique, sur les relations de la Belgique avec l'Allemagne, la Belgique avec les autres puissances coloniales. Sa chute est aussi très importante. La Belgique n'a jamais voulu donner l'indépendance au Congo. Elle tenait à ce que ça reste une colonie d'exploitation. Et les autres l'enviaient pour ça. C'est extrêmement important. Ça va? Lorsque nous accédons à l'indépendance, malgré la Belgique, il y a une mutinerie de la force publique. Vous avez promu les politiciens, vous n'avez rien fait à l'égard des soldats. Le commandant de la force publique, qui est un Belge, le général Janssen, va leur jeter au visage. Après l'indépendance, sera comme avant l'indépendance. Ça rencontre la volonté de non-changement. Nous venons d'organiser à l'université de Kinshasa un colloque, curieusement avec le même titre, 62 ans après l'indépendance. Okay. Là, nous avons dit, après l'indépendance, ça ne sera pas comme avant l'indépendance, mais après l'indépendance sera pire qu'après l'indépendance. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Par rapport à la situation de l'Est, il faudrait également que les Congolais, vous dites qu'il faut un débat froid, cesse d'être émotif et sache que toutes les grandes guerres que l'humanité a connues, c'est des guerres économiques. C'est des guerres pour l'argent. L'homme cherche à construire son bonheur, mais pour construire le bonheur, il faut avoir de l'argent. Tout à fait. Cet argent, s'il n'est pas chez vous, il faut le chercher quelque part. Quand la Belgique vient ici avec Léopold II, c'était à la recherche de l'argent. Si vous parcourez le déplacement économique de Léopold II, d'abord, il fait des démarches avant même de monter au trône pour acheter une colonie. Il n'en trouve pas. Mais la chance lui tombe sur les bras quand il monte au trône. C'est le Congo belge. C'est le Congo, l'État indépendant du Congo. Les premières recherches de l'argent pour s'enrichir, ça commence à l'Équateur, avec le caoutchouc. Oui. On extrait les verres. C'est la recherche de l'argent à l'époque. C'est le caoutchouc qui en produisait. C'est plus tard, quand on découvre le cuivre au Katanga, qu'on va au Katanga à la recherche du cuivre. Je dis encore une fois, l'argent. Le Katanga ne sera pas placé sur le même pied d'égalité dans toutes ces provinces. Il y aura une partie du Katanga qu'on appellera le Katanga utile. C'est le sud
le Haut-Katanga industriel, les Balamba, les Babemba et les autres du sud là-bas. Va intéresser aussi très sérieusement le Kasaï, le sud Kasaï, c'est-à-dire le Kasaï utile à cause du diamant. Parce qu'avant ça, le Kasaï jouait comme rôle de province pourvoyeuse de main-d'œuvre au Katanga, avec le Rwanda, le Burundi, qui poussait. C'était les Kasaïens, le Lubumbashi, Kolwezi, c'était les Kasaïens. Il y avait même des Malawites qu'on importait pour ça. Je voudrais insister sur le fait que les guerres, c'est problème d'argent. Problème économique. Ce que vous vivez aussi aujourd'hui à l'Est, c'est un problème économique. C'est un problème d'argent. Or, devant l'argent, on ne fait pas le sentiment. On le prend. Si tu me contrecarres, je te tue. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Vous savez que, à cause de l'argent, les Belges n'ont pas commencé. Les Belges ont d'abord imité les Hollandais avec les cultures obligatoires. Ils ont commencé les minerais en imitation des Portugais et des Espagnols qui avaient trouvé de l'or en Amérique latine. Mais quand Christophe Colomb, Ferdinand Cortés vont comme envoyés de leur roi en Amérique latine et qu'ils trouvent qu'il y a de l'or, qu'ils décident d'en prendre, il y a une page de l'histoire de cette époque-là qui est en train de se répéter au Congo. Les Incas, les Mayas, les Aztèques vont disparaître. On va les éliminer tous. Il y aura même une rivière, et il faut retenir le nom, Olipenteke, c'est-à-dire une rivière qui s'est créée à cause de l'abondance du sang des autochtones tués, comme vous en avez maintenant à l'Est. C'est dire quoi? Que si vous voulez vous protéger comme l'a fait le roi Léopold II, il faut avoir une force armée pour défendre ce que vous avez. C'est ce que vous voyez. D'abord, ça a commencé au Katanga, les clôtures. Les grandes clôtures murales. À Kinshasa, vous les avez aussi chez un méchant. C'est pour se protéger. Mais si vous ne savez pas vous protéger, on entrera, on prendra vos biens, on peut même prendre votre femme, on peut vous tuer vous-même. À l'autre prise de parole, je crois que nous allons progresser. Tout à fait. Je me résume en disant la partie de Fati Katanga sur l'histoire, archiver ça. La partie de la guerre économique, archiver ça. Nous reviendrons plus tard vers la fin sur la responsabilité des Congolais. Parce que les Congolais, c'est vrai qu'ils sont responsables, mais ils ont été à une
certaines époques, utilisés pour faire ce qu'ils ont fait. À cette époque, maintenant là, ils sont encore en grande partie simplement utilisés. Souvent inconsciemment pour le petit peuple. Et c'est dans la mouvance dans laquelle nous sommes en train de nager maintenant. La musique, la bière, la distraction, la jouissance, la prière. la prière. C'est des choses voulues. On doit vous distraire le peuple. pour mieux vous voler. Nous allons y arriver. D'accord. Je vais vous accueillir, M. Dangana, bienvenue. Merci. Un petit souci avec les bouchons dans les rues, on comprend, Hakim. Ouais. On met le pied dans le plat aussi avec vous. 62 ans après, on a plusieurs secteurs à effleurer dans cette émission, mais aujourd'hui, nous nous penchons sur la situation sécuritaire. Le Grand Congo avec la force publique hier, le Grand Congo, le Grand Zaïre avec Mobutu hier, qui faisait peur au Rwanda et au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, la balance penche du côté du Rwanda, la balance penche du côté de l'Angola, qui sont aujourd'hui des puissances militaires dans la région. Le Grand Congo aujourd'hui, visiblement, je ne vais pas dire à terre, mais pas même de sa forme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Avant de parler de la responsabilité de ce qu'il faudrait faire, cette force publique hier qui était forte, cette armée du Zaïre qui était forte aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe selon votre décryptage? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Qu'avons-nous fait ou que n'avons-nous pas fait pour maintenir cette force, pour que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Kalele, que les gens ne viennent pas chez nous, qui peuvent prendre même nos femmes, nos enfants, parce qu'on ne sait pas protéger la maison? Merci beaucoup Peter. Je voudrais saluer mes co-débatteurs. Je suis même malade à la maison. Mais, ça fait longtemps que j'ai vu Albert Moleka. J'ai dit je ne peux pas louper cette occasion. Ne serait-ce que lui dire bonjour, parce que j'ai beaucoup de respect et de considération pour la personne. Je sais ce qu'il représente en termes de valeur intrinsèque. Ceci étant dit, je pense que heureusement que le professeur Kalele a atterri en disant mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation de distraction? Une distraction voulue. On veut mettre en exergue des choses parfois qui ne peuvent pas nous aider suffisamment, qui sont peut-être utiles, mais en termes de hiérarchie, de priorité, etc., il me semble que ces choses-là ne peuvent pas venir au devant de la scène. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, en fait, nous qui avons été puissants, compagnie, etc., encore que bon, il faut relativiser la puissance que nous avions, mais néanmoins nous avions quand même une mise sur le Rwanda en tout cas. Le maréchal Mobutu a essayé de cadrer tout ce pays satellitaire, etc. Quelqu'un dira qu'il a été choisi par les États-Unis, ça fait partie des recettes, mais en termes d'organisation militaire, sécurité, compagnie, etc., je crois qu'on était suffisamment outillés. Mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe une chose. Je n'ai pas été au débit, mais j'ai entendu que Paty a fait l'histoire de la situation. Ce que j'ai entendu tout de suite du professeur Kalele sur les aspects militaro-affairistes de la guerre. Mais je voudrais simplement renforcer par rapport à ça que s'il a existé une révolution commerciale qui a permis à ce que les Européens puissent venir chez nous parce qu'ils avaient besoin des amants des muscles, des hommes qui devaient aller travailler dans les fermes, dans les plantations, etc. Ça, c'est la révolution commerciale qui a eu lieu aux États-Unis. Deuxième révolution, c'est la révolution industrielle. Cette révolution industrielle a permis naturellement que, bon, on découvre l'industrie en Europe et compagnie, ils avaient besoin de matières premières. Ils sont venus ici chez nous s'installer pour continuer à puiser sur ces matières premières. Deuxièmement, aujourd'hui, on est plus à la révolution industrielle, on est à la révolution numérique.
la révolution numérique est digitalisée. Cette digitalisation porte sur des minéraux stratégiques. Dans cette transition énergétique, on a besoin d'un certain nombre de minéraux qui peuvent actionner véritablement les outils électriques. Et vous avez le cobalt, vous avez les coltans, le colombotantalite, le lithium, etc. Ce sont des minéraux stratégiques. Or, même la guerre de demain sera pas. C'est vraiment une guerre digitalisée. C'est l'électronique qui fait son chemin. Alors, or, le Congo dispose de 80% des réserves mondiales. Il dispose de 65% des réserves de coltan, de cobalt. 80 de coltan. Au niveau de l'Afrique, nous avons deux tiers de ces réserves. Et voilà. Donc, on devient un pays de prédilection qui a toujours fait l'objet des convoitises et qui aujourd'hui est dans le viseur des vautours internationaux. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça simplement parce que déjà, au début des années 90, il a existé une étude qui a été faite aux États-Unis, j'ai perdu le nom, n'est-ce pas, du pilote de l'équipe de chercheurs, qui a démontré que le Congo uni n'est pas efficace. Mais le Congo divisé est capable de tenir le coup. En fait, ils étaient dans des prédictions de pouvoir se créer des îlots où ils peuvent tirer véritablement des richesses. Et par rapport à ça, c'est depuis le début des 90 qu'ils ont commencé à monter un système qui diviserait les pays africains. Ici, c'est permettre à ce que les Occidentaux, entre-temps les Orientaux, entrent dans la danse, et de se trouver chacun une boutique, un îlot d'abondance, où chacun devra véritablement jouer. Chez nous. Chez nous. 54 États n'ont pas suffi. Il faut aller jusqu'à 80. J'ai suivi l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Tchèque Tijana, qui aujourd'hui opère aux États-Unis. Il a dirigé une équipe de chercheurs, géologues et compagnie, etc. Il y a eu des conclusions qui ont abouti. La première conclusion, c'est qu'il faut tous ces États mastodontes, comme le Congo-Kinshasa, le Nigeria, la République centrafricaine, qui pourtant n'a pas beaucoup d'habitants, le Mali, etc. Ces États-là doivent être véritablement saucissonnés. Le Congo est dans le viseur, ne vous en faites pas. On parle de l'Est, mais ça sera graduellement. On veut que ça soit 5 États. Le Mali, 5 États ici au Congo. Ici au Congo, ne vous en faites pas. Couper le Congo en 5. En 5. Ceci permet, parce qu'ils ont identifié. Vous savez, en fait, réellement, le travail qui s'est fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est un travail qui se fait avec les technologies anciennes, de la gécamine. Ces technologies ont permis véritablement d'identifier les ténèbres en ressources naturelles. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a des technologies un peu plus avancées. Je vous parle de la révolution numérique. Ceux qui connaissent mieux notre terrain que nous-mêmes. Et ils savent faire une répartition des républiques en fonction véritablement de ce qu'ils auraient trouvé comme densité des ressources naturelles dans chaque espace. Et donc le Congo, c'est 5. Peut-être qu'on parle du Kivu, là tout a été planifié, etc. Même quand vous arrivez à Outourou, vous trouvez un barrage, c'est un dessin ce barrage-là, on sait pourquoi on l'a installé là-bas. Ils vont passer au Katanga, de tout le temps vous entendez des récurrences, etc. Le Congo central. Et vous entendrez, au bout de 5 ans, on aura des rois télins, chacun émergeant dans sa province, etc., se déclarant être capable d'être autonome. Donc, il y a une convergence d'intérêts. Et la convergence d'intérêts entre 3 entités. La première entité, ce sont ces vautours internationaux qui véritablement sont dirigés par des multinationales qui deviennent plus puissantes que les États. Et nous avons la deuxième entité, c'est donc nos voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent. Nous sommes condamnés à vivre avec ensemble. Mais ils sont devenus des intendants. Ils sont devenus des sous-traitants. Ils sont devenus des courtiers. Donc on passe par eux, oui, de courtiers. Bien entendu, bien entendu. Et puis bon, vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle généralement des relèves volontaires. Et ces relèves volontaires travaillent
pour mettre en place un système de mendicité internationale où ils tirent les dividendes. Tout devient dans le panier des intendants, ceux qui bénéficient véritablement des dividendes de l'extérieur et travaillent pour l'extérieur. Alors toutes ces entités faisant combine fragilisent et neutralisent l'efficacité qui a eu lieu par le passé. Tu vois? Et nous devenons pratiquement vulnérables. Vulnérables parce qu'il y a un virus à l'intérieur de la République. Okay. Et donc tous les gens trouvent intérêt à faire tout même des graines pour lui permettre d'y avoir rien. Et c'est pourquoi je vous dis qu'à la différence de l'époque du maréchal, etc., où il était tout puissant, c'est lui qui était la locomotive, c'est lui qui était à bord de l'époque avec la guerre froide. Voilà. Et donc, c'est très clair qu'aujourd'hui, il n'est pas le cas. Il faut prendre à tout prix, n'est-ce pas, les minéraux de prédilection. Or, lorsqu'ils ont un seul gouvernement dans une république... Mais si on prenait votre hypothèse, pourquoi ces gens ne peuvent pas directement négocier avec nous, ils doivent passer par des sous-traitants? Attention, négocier avec nous... Pourquoi ils doivent passer par les Rwandais? Nous, on ne peut pas être... Nous ne sommes pas des interfaces crédibles. Non, ce n'est pas un problème de crédibilité. C'est un problème de dose et de la densité de ce que représente l'appropriation de matière. Vous pouvez discuter avec moi, je suis congolais, après tout je reste congolais. Je peux poser des questions et je peux avoir un devoir de rédavabilité vis-à-vis de ma population. Okay. Mais lorsqu'on a un courtier qui n'a pas de compte à rendre dans notre peuple, à ce moment-là, il peut opérer. Et vous savez, et je termine par là, les Américains ont eu l'indépendance, je crois que c'est 244, c'est même un peu plus. Ça, je prends les statistiques de 2015. Mais sur les 244 ans d'indépendance, ils ont fait la guerre pendant 241 ans. Et c'est justifié, une littérature abondante montre que ni étaient ces guerres-là, ils ne seront plus depuis la plus grande puissance économique mondiale, etc. Okay. Donc, les guerres deviennent plus rentables que les usines. Et donc, il ne faut pas faire autrement que d'opérer. Entre-temps, la Chine entre dans la danse, tout ce pays, ces dragons asiatiques, entrent dans la danse et aussi commencent à avoir des bases militaires en Afrique. Tous sont à Djibouti et tous ont la perspective véritablement de construire des ancrages dans les différents pays. Vous présentez l'Afrique comme une proie, hein, c'est comme si on est une proie, on est une victime. Bien entendu. On n'a pas de responsabilité, il n'y en a pas à notre niveau. Non, la question des responsabilités, peut-être que vous l'avez abordée. Mais je voudrais simplement dire, et je termine par là, vous savez, aux États-Unis, il y a eu une guerre, une élite contre la discrimination raciale, la ségrégation. Oui. Sous le leadership de Martin Luther King, ils ont décidé, n'est-ce pas, de ne plus prendre... Avant Martin Luther King, il y a eu Rosa Parks, hein. Ils ont décidé de ne plus prendre le bus. Avec Rosa Parks, justement. Bien entendu. Et quand ils ont décidé, ils ont fait toute une année, ils ne pouvaient pas prendre. Ils sont restés marcher à pied. Mais pendant qu'ils étaient en train de marcher à pied, pendant qu'ils étaient en train de faire la contestation, ils auraient pu, avec leur génie propre, inventer, fabriquer leur propre bus. Ils ne l'ont pas fait. Certainement, quand on a enlevé la décision, eh bien, voilà, ils sont revenus dans le même système, ils ont pris les mêmes bus, etc. Je regrette beaucoup. Et ça commence à vraiment m'inquiéter, en fait. Okay. Souvent, quand il y a un problème comme ça, nous faisons la récitation, nous faisons le récit des événements, etc. Mais nous n'avons pas d'alternative. Et là, il y a cette sèche d'alternative, à la fois lorsqu'on se trouve détenteur du pouvoir, où on est en train d'attendre l'alternance. Et nous avons une situation, une série d'alternances sans alternative. Et c'est un danger public pour la République. D'accord. Voilà. Pour qu'on ne soit pas dépassage avec l'actualité, je vous remène vraiment plein dedans de l'actualité pour que les langues se délient quand même. Hein. Petit Katanga. Aujourd'hui, 62 ans après, on n'a pas la capacité de frapper les M23. Je vous jette dans le feu maintenant. On n'a pas la capacité de demander à notre armée à les chasser l'eau. On est obligé de partir. Le président de la République est en train de faire de gymnastique. Il était récemment au Kenya, où on a même dit qu'il y a une force de l'Afrique de l'Est, devrait venir dans l'Est. Pas plus tard qu'il y a un jour, 2 jours, le président vient d'être encore en Angola avec Kagame et Lorenzo. On parle encore d'un officier angolais qui devait conduire une mission à l'Est. Trop de gymnastique pour une question
je ne vois pas une rébellion aux États-Unis et puis les Américains vont chercher les négociations. Ce sera une puissance de feu. Je ne vois pas pareil. On voit ce que Poutine est en train de faire d'ailleurs en Ukraine. Que pensez-vous de cette situation aujourd'hui-là? Pour qu'on atterrisse d'abord aujourd'hui, avant d'arriver aux responsabilités. Ce qui nous arrive aujourd'hui là, notre diplomatie ne donne pas des résultats escomptés. On a du mal. Aujourd'hui, pendant que nous parlons maintenant, non seulement il y a une partie du pays qui est occupée, mais les guerres continuent et toutes ces rencontres n'ont encore jusque-là pas donné des résultats. Aujourd'hui, il faut quoi? La faute, c'est à qui? À l'homme politique congolais que vous êtes, ou vous avez emmené le pays là, ou le traitement que vous avez donné à notre armée, vous avez mal géré l'armée, où sont passés nos BEM et nos TEM, nos brevetés d'état-major, nos techniciens d'état-major, où sont passés nos vaillants? Que se passe-t-il? Voilà, on jette à l'eau. Que se passe-t-il? Prenons là le cas actuel. Pour arriver au cas actuel, vous devez regarder sur les rétroviseurs. Pourquoi autre temps ça a marché et qu'aujourd'hui nous sommes là et que ça ne marche pas? Le Congo ne commence pas avec Félix Tshisekedi. Le Congo ne commence pas avec Mobutu et encore moins avec nous. Le Congo a un cheminement depuis qu'il est colonie. Il a un cheminement. On a souligné ici un certain nombre de faits, mais de faits saillants en notre faveur. L'histoire nous les présente. Pour la colonie, elle est menacée. Et je suis d'accord avec le professeur Kalele. Le problème de l'argent. Depuis que le monde démonte. La guerre est économique. Et on se prépare. Les Belges ont compris que moi, Belgique, je suis un petit pays. Et j'ai une colonie trop riche et convoitée par les autres. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut construire un outil de défense à la taille des enjeux. Il faut construire un outil de défense à la taille des enjeux. C'est comme ça que les Belges ont construit la force publique. Que nous avions détruit alors? Doucement. Cette force publique a permis à la colonie d'exister face aux velléités des autres puissances coloniales. Et d'ailleurs, il faut souligner ici, les Négus, les rois éthiopiens, en 1935-33, je crois, défait par les Italiens, défait par l'Italie. Il a fui en exil. C'est les Anglais qui vont demander, parce que les colonies britanniques sont menacées. Ça, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, nous avons poursuivi les Allemands. Nous avons conquis le Rwanda et le Burundi. Et on a donné le Rwanda et le Burundi pour que le Congolais comprenne Matabisi à Congo. Rwanda et Burundi comme Matabisi à Congo. Par le haut fait de la force publique. Mais la Deuxième Guerre mondiale, nous allons y rentrer comment? Nous allons y rentrer par une demande. C'est-à-dire que les colonies, l'Italie, qui est en Abyssinie, menace les colonies britanniques. Et le Britannique, tenant compte de la férocité de l'armée nationale congolaise, enfin, oui, l'armée nationale congolaise, donc, a demandé à la Belgique d'envoyer des troupes congolaises en Abyssinie. C'est comme ça que les Anglais vont demander à la Belgique et la Belgique va envoyer notre armée là-bas. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va mettre les Italiens en débandade. La force publique va prendre des milliers de prisonniers italiens. C'est la première fois dans l'histoire que les Noirs, les Africains en l'occurrence, prennent, non seulement gagnent une bataille, mais prennent aussi comme prisonniers de guerre. Des Blancs. Ça a même décomplexé les Noirs. Il faut enseigner ça à nos enfants. Ça a décomplexé les Noirs qui pensaient que le Blanc était à mettre... Exactement. Cela a permis le retour de Négus. Lorsqu'on a conquis l'Italie, lorsqu'on a vaincu l'Italie, on a conquis l'Abyssinie, dont l'actuelle Éthiopie. C'est comme ça qu'on va permettre le retour de Négus au trône. Négus, Haïlé Sélassié Ier, va rentrer sur son trône. Donc ça, nous devons regarder pourquoi ça a marché à cette époque. Pourquoi ça a marché et pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui pour arriver à la situation d'aujourd'hui. Mais d'abord, il y a une constante. Il faut remarquer que lorsque vous êtes menacé, vous construisez les outils pour vous défendre. L'être humain est fait comme ça. Lorsque vous êtes menacé, est-ce que nous avons identifié les menaces? Si nous avons identifié les menaces, est-ce qu'avons-nous construit des outils de défense à la taille de ces menaces? Le monde, ce n'est pas le monde de pitié.
Moi, je m'exprime enfin pour ceux-là qui construisent, pour ceux-là qui pensent pour nous aux États-Unis, qui pensent en Amérique, qui pensent qu'ils vont nous défaire. Attendez, ils nous disent déjà qu'ils vont nous couper la tête. Nous allons attendre qu'on donne notre tête pour qu'on les coupe. Les États-Unis ont perdu combien de guerres? Rien n'est inéluctable. Rien n'est inéluctable. Rien n'est impossible. Il faut réfléchir et construire, identifier les menaces, identifier les enjeux et s'inscrire dans une politique. Comme récemment on a prié au stade avec les FARDC pour gagner la guerre. Ça aussi c'est une bonne chose. Bon, ça, tout concours, moi je suis Maïmaï, tout concours à la mobilisation des troupes. Chez nous, les Maïmaï. Il faudrait définir le Maïmaï. Hein? La résistance Maïmaï. La résistance Maïmaï. Okay. Dans la résistance Maïmaï, si c'est celui-là qui pense que par la prière, il peut y arriver. Si c'est celui-là qui pense que c'est par les armes, si c'est celui-là qui pense par les gris-gris, c'est l'objectif qui compte, non? C'est l'objectif qui compte. Okay. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc la question qui se pose pour nous, avons-nous identifié réellement et bien la menace? Est-ce que nous l'avons fait? Vous devez répondre aux questions pour ne pas laisser des... À revoir tel que les choses se déroulent. Il ne faut pas laisser des points d'interrogation. Nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Si nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux, si nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas bien disséqué et identifié la menace. C'est quoi la menace? Mais l'ordre mondial est en train de changer devant nos yeux. L'ordre mondial est en train de changer devant nos yeux. Est-ce que nous comprenons? Lorsqu'on va venir poser le problème sur la table, on posera le problème de frontières. Le fort qu'on utilise aujourd'hui, les garçons des causes comme le Rwanda, l'Ouganda, l'ordre est en train de changer avec la guerre d'Ukraine. L'ordre mondial est en train de changer avec le problème de Taïwan. Dans les détroits de Taïwan, il va y avoir une guerre dans quelques mois, dans quelques années. Ça sera maintenant la Chine contre les États-Unis. Et la guerre d'aujourd'hui est devenue une guerre électronique. C'est celui qui possède les armes les plus sophistiquées parce qu'on ne veut plus aller mourir parce qu'il y a les opinions publiques. Mais c'est lui qui a les minerais stratégiques, capables de permettre de construire ces armes les plus sophistiquées. Les réservoirs mondiaux des minerais stratégiques, c'est le Congo. Est-ce que nous-mêmes, nous avons compris que nous sommes les réservoirs mondiaux des minerais stratégiques? Regardez, c'est les Américains qui nous disent, c'est un rapport américain qui nous dit, nous avons vendu notre propre forêt. Bodibo. Nous avons vendu. Les Américains disent, nous ne possédons plus que, je crois, 15% de notre forêt. Donc on a vendu 85%. Et on a cité même les ministres, depuis longtemps, on a cité les ministres qui ont signé des... Toute notre forêt est vendue. C'est les Américains qui ont sorti les rapports. Donc si nous-mêmes nous vendons la forêt prénoce, massif forestier, utile pour les règlements climatiques, qui peut faire de nous demain une puissance économique, si nous nous mettons, parce que nous voulons devenir riches avant tout le monde, ça veut dire que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux, ça veut dire que nous n'avons pas disséqué la menace. Nous n'avons pas compris où se trouve la menace, si nous sommes capables de vendre notre propre forêt. Autre chose qu'on dit, est-ce qu'il n'y a pas cette question de priorisation, la question de priorité dans l'échelle des valeurs où on donne par exemple de palissades aux députés, au lieu place de doter cette somme à l'armée, par exemple, pour que nous ayons comme vous parlez d'outils, hein, moi je sais un peu... L'outil de défense, c'est construire une armée à la taille des enjeux. L'armée, c'est aussi des moyens. Oui, l'armée, c'est aussi des moyens. Les moyens, nous le traitement des moyens, nous n'en manquons pas. C'est la formation des militaires. Vous avez lu IGF, les rapports sur Gécamine. Vous avez lu IGF, les rapports publics, tout le monde peut les de 2009, de 2011, pardon, à 2019. 2012 à 2019. 350 milliards de dollars ont disparu. Gécamine ne vaut plus rien aujourd'hui. Gécamine vaut des dettes. Gécamine est devenu passif. C'est le plus un actif pour le Congo. En moins de 10 ans, on a dilapidé 350 milliards de dollars. On a vendu les concessions minières, on a signé des contrats léonins, les gens se sont enrichis, mais le Congo a perdu 350, je parle bien milliards, les rapports est public. Dis-moi, si vous avez ces 350 milliards que vous avez identifiés, les menaces, vous n'avez pas 100 milliards pour construire un outil de défense. Vous n'avez pas 100 milliards pour construire un outil de défense. Est-ce qu'on attaque l'Angola aujourd'hui? Pourquoi on ne dit pas qu'on va dépasser aussi l'Angola? Parce qu'ils sont forts militairement. Pourquoi on ne dit pas qu'on va dépasser aussi l'Afrique du Sud? Pourquoi on ne dit pas qu'on va dépasser, pourtant les Nigériens connaissent des problèmes, pourquoi on ne dit pas qu'on va dépasser les Nigériens? Ça veut dire que nous sommes faibles. Ils ont compris où s'est trouvée la menace et ils ont construit et continuent à construire l'outil de défense à la taille des enjeux. Si vous n'avez pas compris les enjeux, vous allez subir l'histoire. Donc vous allez subir l'histoire. Donc on n'a pas compris les enjeux jusqu'aujourd'hui. Non.
Vous détournez 350 milliards vous avez compris quelque chose. Vous vendez votre forêt, vous avez compris quelque chose. Les minéraux stratégiques, n'en parlons pas. Regardez le président Félix Tshisekedi quand il va en Angola. N'est-ce pas? D'ailleurs, le Rwanda fait son communiqué. Le Congo fait son communiqué. À chacun son communiqué. L'Angola fait son communiqué. On a eu 3 communiqués. Et les 3 communiqués sont contradictoires. Même à la presse, on ne sait pas exactement. Les 3 communiqués sont contradictoires. Mais pour le Congo, c'est quoi? D'accord. Une négociation des dupes. Ça fait 20 ans qu'on fait ça avec le Rwanda. Ça fait 20 ans que le Rwanda signe. Le Rwanda n'a jamais respecté. Le Rwanda est dans la diplomatie du mensonge. Une fois de plus, ils vous amènent sur la table, ils savent que vous ne valez rien. Parce qu'une diplomatie n'est efficace que si et seulement elle est soutenue par un outil de défense. D'accord. Si vous venez sous la table et que vous n'avez rien derrière, même le pape, on lui posait la question, Khrouchtchev, vous posez la question. Et le pape qui a parlé, combien de batailles? Combien de divisions? Ah, combien de divisions? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous n'inventons pas la roue. La roue a existé avant nous. Nous n'avons qu'à l'utiliser, à réfléchir pour que nous mettions en échec tous ces calculs qui se concoctent à Washington, à Berlin, à New York. On peut mettre tous ces calculs en échec si nous prenons conscience des enjeux qui nous tenaillent. Albert Moleka, problème d'enjeu. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui arrive. Parce que on a mal géré, on a vendu ce qu'il ne fallait pas, on a pris de l'argent, on a mis en poche. Nous sommes seuls responsables de cette situation. Qu'en pensez-vous? Ça, bien sûr, vous savez, dans les chefs des gouvernants, je crois, déjà sur votre plateau, j'ai stigmatisé l'enrichissement que je qualifie de supersonique de nos dirigeants. Supersonique. Oui, vous ne pouvez pas espérer dans les faits, promouvoir le bien-être de vos populations, promouvoir la garantie de la souveraineté de l'État, de l'intégrité du territoire, lorsque vous, la classe dirigeante, vous vous enrichissez d'une manière supersonique. Pour en revenir à votre point du M23. Peter, c'est quoi? De quel M23 parlons-nous? M23 qui est à Bunagana. Bon, le M23 qui est à Bunagana, c'est quel M23? C'est le M23 Bizi Makenga ou c'est le M23 Rumiga? Il y en a combien les M23? Voilà la question qu'il faut d'abord poser. Vous savez, je ne vais pas révéler trop de secrets, mais quelques petites anecdotes. J'ai commencé à m'intéresser à ce problème exactement en janvier 2012, juste après les élections. Okay. Pourquoi? Parce que c'est en janvier 2012 que Sultani Makenga, qui était à l'époque commandant militaire à Bukavu, avait envoyé à la hiérarchie de l'UDPS un message à travers 2 messagers, 2 responsables de l'UDPS, dont un a été ministre dans le gouvernement passé, l'autre est conseiller à la présidence actuellement. Et quelques mois après, nous avions l'apparition du M23. Le M23 a été défait en 2013. Une partie de ces rebelles se sont réfugiés au Rwanda, une autre partie en Ouganda. En Ouganda. Par après, il y a eu des escarmouches, si je puis dire, de différentes natures, de différents degrés, mais Sultani Makenga, qui était en Ouganda, décide de rentrer dans son pays, en RDC. Son pays RDC. S'il dit c'est son pays et il y rentre, c'est son pays. Il a été commandant militaire de Bukavu. Okay. Dans quelle armée? De l'armée congolaise. Dans l'armée congolaise. Il rentre dans son pays, suivi par une dizaine de congénères d'abord. Et il s'établit où? Toujours dans cette région, Massissi, Walikale, Rutshuru. Quelques mois après, nous avons
la résurgence du M23 qui atteint son pic, disons, fin d'année dernière. Mais encore une fois, de quel M23 parlons-nous? Parlons-nous du M23 qui a négocié en 2019. Donc, vous avez vu la feuille de route signée par notre responsable du... Ibalangi, c'est le mécanisme conjoint, l'application des accords d'Addis Abeba. Lorsque vous lisez la feuille de route, il y a des engagements pris de part et d'autre. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la fin? C'est ça aussi, il faut tenir compte du fait que la situation au niveau sécuritaire, et principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, je n'aime plus parler de l'Est du pays parce que les ressortissants là m'ont reproché ça. Lorsqu'à Kinshasa vous parlez de l'Est du pays, vous jouez déjà le jeu de nos adversaires qui veulent couper le pays en Est et Ouest. Nous avons une identité, nous sommes du Nord Kivu, nous sommes de l'Ituri, nous sommes du Sud Kivu. Désignez-nous selon nos identités. Très bonne remarque. Hein. Et bon, il y a eu, durant toutes ces années, il y a eu une succession d'accords que moi je qualifie de mauvais accords, mal négociés, mais dont les engagements pris n'ont pas été respectés non plus. C'est pour ça, par exemple, tout à l'heure, j'ai demandé à Patty, quand elle a dit Maïmaï, il dit non. Précise, définis-toi un peu. La résistance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple le M23 dans ses communiqués parle de la coalition FARDC, FDLR, Maïmaï. Nous parlons soit du M23 soutenu par le Rwanda, soit des forces rwandaises. Sommes-nous en guerre contre le Rwanda ou avons-nous le problème d'une rébellion, groupe armé sur notre territoire et que nous devons neutraliser une fois pour toutes? Nous en reviendrons toujours à notre capacité militaire et notre politique de défense. Peter, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de lire le rapport de la commission défense du Parlement à l'occasion de certaines interpellations qui avaient été faites concernant l'état de siège. Mais quand même, en lisant ce rapport, vous pouvez difficilement vous empêcher d'avoir des larmes qui vous coulent des yeux. Ça veut dire? Nous n'avons pas de défense. Nous avons des vaillants soldats, nous avons des vaillants officiers, des officiers capables, mais nous n'avons pas de défense. Nous n'avons pas de défense. Nous n'avons pas de défense, nous n'avons pas de politique de défense, nous n'avons pas de vision de défense. Vous savez, les Romains ont dit si vis pacem para bellum, vous voyez la paix prépare la guerre. Les Anglo-Saxons ont une autre phrase que Kagame d'ailleurs a prononcée récemment. Hope for the best, prepare for the worst. Espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire. Okay. Sans une politique de défense avérée, sans des forces de défense bien soutenues, sans une loi de programmation militaire intelligente et adaptée, tout ce que nous allons faire beaucoup d'émissions. Ça ne changera rien. Mais ça ne changera rien. Tandis que les autres pays, notamment nos voisins, lorsque vous regardez tous nos voisins, partant de, mettons par la Centrafrique, peut-être le Soudan du Sud, qui est un jeune pays, mais tous les autres voisins, observez la défense. Ils ont une défense solide, ils ont des forces armées soignées, le soldat est respecté, comme fut le soldat de l'ANC ou des phases à une certaine époque, on voyait un militaire
il vous inspirait le respect. Le respect. Aujourd'hui, qu'inspire le militaire congolais? Est-ce que vous voyez des militaires en ville en train de mendier? Est-ce qu'à l'époque, un militaire, ici à Léopoldville ou à Kinshasa, un militaire ont tenu se balader en ville avec une arme en plus? Non. Donc il y a tout un travail à refaire, et nous avons les experts pour cela. Nous n'avons pas besoin d'experts étrangers. Vous avez parlé, nous avons des brevetés d'état-major, des techniciens d'état-major, des brevetés d'administration militaire, capables de faire ce travail. Mais il faut les soutenir et les encadrer. Vous savez, le maréchal Mobutu disait à plusieurs reprises que la paix au Zaïre coûte cher. Pour tout le monde, Mobutu Moïbi. Aujourd'hui, on voit, après Mobutu, c'est le déluge. Après moi, c'est les déluges. Qui était moins Moïbi que Mobutu? Après lui, personne. Personne. Et à quel niveau? Il disait la paix au Congo, la sécurité du Congo coûte cher. Et je peux vous dire, je sais de quoi je parle, le maréchal Mobutu dépensait beaucoup d'argent pour cette paix. Bien sûr, lorsque cet argent-ci a commencé à être détourné, ça a vu jusqu'où il a pris sa part. Mais une nouvelle fois, quand il faut savoir de quoi parlons-nous lorsqu'on parle du M23. De quel M23 parlons-nous? Du M23 Bissi Mouama Kenga? Entre du M23 qui a occupé Boulagan et qui veut occuper Rutshuru. C'est quel M23? Une Ils viennent nébuleuse. d'où? Une Non, nébuleuse. une nébuleuse. On sait exactement d'où ils viennent. On sait exactement d'où ils viennent. Pourquoi on n'attaque pas le mal à sa source? Exact. C'est quoi la source? À sa source. Ah. La source, c'est les tireurs de ficelles. Le Rwanda. Ça on dit follow the money, suivez l'argent. Le prof a dit c'est une guerre économique. L'argent. Nous avons ce que le monde entier veut. Norbert a parlé de nous sommes dans la révolution numérique maintenant. Il faut le lithium, il faut le cobalt, il faut le coltan, etc. etc. Le tungstène, il faut le... Mais d'une part, ne nous gozons pas trop, ne nous tapons pas trop sur la poitrine, parce que, vous savez, dans 20 ans, on pourra exploiter le cobalt, le coltan dans l'océan. Donc, même ces richesses que nous avons actuellement, ça ne va pas être utile ad vita aeternam. Donc, pendant le temps que ça nous prendrait éventuellement pour arriver à contrôler, ne fût-ce tant soit peu nos ressources, nous pourrions nous trouver dans un système mondial où déjà nos ressources-là ne sont pas les seules qui comptent. Et il ne nous restera plus que la terre, notre dernière richesse, la terre, qu'on est déjà en train de galvauder. Donc, en fin de compte, nous reviendrons bien sûr sur le problème de la gouvernance, le problème de la responsabilité de nous-mêmes citoyens. C'est la dernière question. Parce qu'en fait, ce sont nos vies, ce sont nos destinées qui sont en jeu. Qui sont en jeu, justement. Qui sont en jeu. Professeur Kalele, cette situation de l'Est, avec le M23, pour que nous soyons d'actualité, que faut-il faire pour mettre à terme? Je vais y arriver, mais je voudrais souligner un certain nombre d'éléments pour répondre aux questions qui ont été posées. Okay. Nous avons parlé de la force publique, nous avons parlé de l'armée sous Mobutu, mais il faut poser la question, la force publique sous les Belges vivait ou était traitée comment? Quel était le degré de discipline? Dans tous les camps militaires à l'époque, il y avait la ration. En Swahili, on appelait poso. C'est-à-dire que le militaire était nourri
par l'État. Il recevait à manger au moins une fois la semaine, comme à l'Union minière de Haut-Katanga. Ce fait que le militaire ne pouvait pas mendier, c'est plutôt les civils qui allaient chercher la nourriture dans les camps militaires. Ce qui a changé Parce aujourd'hui. qu'il y en avait en abondance. Ah bon? Oui. Moi, je suis un enfant d'un père qui a travaillé à l'Union minière du Haut-Katanga. On jouait avec la viande. Parce que tout le monde était ravitaillé. L'adage belge était: il faut soigner la poule aux œufs d'or. Quand vous nourrissez vos militaires, vous les transportez, vous les logez et vous veillez à leur tenue, ils ont suffisamment de force morale pour qu'une fois envoyés en guerre, ils se battent, ils disent, comme sous Mobutu, Toku Fapo na école. La situation que vous avez ici, allez au camp Tchatché, allez au camp Kabila ici, allez au camp Bumba, allez dans tous les autres camps à l'intérieur. Vous avez des militaires qui sont sous-logés par leurs autres militaires. Ils touchent quoi comme solde? Et à quel moment ils touchent? Ils mangent à quelle heure? Dans le camp militaire là-bas. Si vous prenez le camp ici, Kabila Alemba, le logement là, vous logez quelqu'un là dans des maisons en tôle, en costume. Les échanges entre les parents au lit sont captés 5 sur 5 par les enfants, filles et garçons. La promiscuité est institutionnalisée. Ce type, vous l'envoyez au combat. Vous détournez sa ration. La femme n'est pas payée ici. Vous en espérez quoi? Mais le Belge et toutes les armées sérieuses veillent sur l'entretien du militaire pour lui remonter le moral. 2, vous avez posé le problème. Est-ce que nous ne pouvons pas, nous, être abordés par les décideurs du monde pour traiter directement avec nous? C'est une question très importante qui s'explique. Comment ces puissances du monde nous voient? Nous prenons M. Mousse, sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, un noir américain, devant le Congrès, dit, et je le cite en substance: la terre promise où coule le lait et le miel n'est pas la Palestine, mais le Congo-Kinshasa. Comme les Congolais sont superficiels et légers, pour la paix de l'humanité, il faut confier la gouvernance de leur pays aux Emma et aux Tutsi, en l'occurrence Museveni et Kagame,
ils ont le sens de l'État et de la rigueur. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Vous êtes léger, irresponsable. Monsieur Sarkozy a répété la même chose. On a même parlé de la gestion commune des richesses. Le Kenya a parlé la même chose. Le Burkina Faso, au moment de la révolution contre Kampaoré, a dit la même chose. Donc nous sommes perçus de manière négative. On n'a pas de respect pour nous à cause de notre propre comportement. Comportement de nos dirigeants ou de la population? Et des dirigeants et de la population. Tout le monde. Et des dirigeants et de la population. Vous avez aussi posé la question. C'est Katanga, je crois, Norbert y a fait allusion. Comment on ne peut plus se défendre aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes plus capables de nous défendre? Notre armée. Mais messieurs, l'histoire est pleine de beaucoup d'exemples. Cuba et Washington, c'est combien de kilomètres de distance? Pourquoi Cuba, qui était colonisé comme nous, a réussi à se construire une armée qui a défait l'armée américaine, la baie de Cochon, Une armée qui s'exportait. qui tient aujourd'hui tête à tout l'Occident, qui est même venu ici libérer et la Namibie et Nelson Mandela. C'est combien d'habitants? C'est à quelle distance? Donc, ça signifie simplement que il y a, en plus de la manière dont nous avons été formatés par le colonisateur pour continuer la colonisation, notre propre comportement. Ce qu'il faut entraîner, ce n'est pas les troupes étrangères. Ces troupes-là, ce sont des troupes mercenaires. Si un Kenyan vient ici, d'abord tout le monde pense que quand vous allez, le diamant au Congo, c'est partout. Hein? J'ai été moi-même ministre des Mines. Je voyais des Blancs qui venaient me demander d'avoir 5 tonnes d'or. Messieurs, est-ce que ça passe dans la tête? 5 tonnes d'or, c'est combien de Legos? Donc, il croit que le diamant, l'or, tout ça, ça se ramasse partout. Ça se ramasse ici comme ça. Ça se ramasse partout. Mais quelqu'un qui vient faire la guerre, qui découvre ces richesses-là, vous croyez que humainement, il va être pressé de gagner la guerre pour rentrer chez lui? Donc, tous ces étrangers-là vont venir faire du commerce ici. Ils vont s'installer. Relisez le rapport de l'ONU sur le pillage des richesses du Congo, quand on parle du corps d'élite. Hein? C'est tous les étrangers, hommes d'affaires, qui viennent ici, qui découvrent, comme disait Laurent Désiré Kabila, le miel, qui se sucre et qui s'installe ici. Le Rwanda, l'Ouganda, vous n'allez pas leur demander d'être vertueux. Ils doivent s'enrichir. Ils trouvent ici que vous êtes faible. Du reste, messieurs, il ne faut pas oublier. C'est Albert qui a parlé des accords. Mais cette histoire du M23 là-bas, quand vous lisez attentivement l'accord du 23 mars
2009. Mais vous reconnaissez aux Rwandais de Kunda Batware la nationalité congolaise. Vous leur reconnaissez le droit de créer des partis politiques et de concourir au pouvoir ici. Vous leur reconnaissez le droit de participer à l'exploration et à l'exploitation des minéraux ici. Vous reconnaissez dans cet accord, parce que vous avez signé cet accord aussi, le fait que si pendant la guerre, un Congolais tue ou blesse un militaire rwandais, la République doit dédommager son pays et sa famille. C'est dans les accords qu'on a signé. Je vous conseillerais, je crois, parce que l'émission est très importante, elle sort du brouhaha des autres émissions, qu'on y aille méthodiquement, de manière méthodique, étape par étape. L'armée, c'est important. On a abordé cette question-là. La gouvernance, c'est aussi très important. Ça doit faire l'objet d'une émission à part. De l'émission de la semaine prochaine. La santé. Parce que la situation sociale. Oui, mais maintenant là, avec la malnutrition, les enfants qui naissent ont beaucoup de chances d'être des crétins, des bizengues. Qu'est-ce que vous allez faire avec des bizengues? Pourquoi cette malnutrition dans un pays en guerre et en crise? Quand vous comptez les malnutris, il y a combien d'enfants des Libanais malnourris, des Belges malnourris? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'enfants d'étrangers. Pourquoi la malnutrition ne suit que vos enfants? À toutes ces questions, il faut aussi donner des réponses. D'accord. Je vous ai mentionné le taux de crétinisme de plus de 65% en RDC. Aujourd'hui? Oui, en RDC. Wow. Je conseille, parce que nous-mêmes aussi, on va se fatiguer. Tout à fait. Qu'on y aille méthodiquement. Tout à fait. Palier par palier. Ça va aider ceux qui suivent. Tout à fait. Pour qu'ils les retiennent. Quelque chose. Non pas pour dire, émission, qui bien. Qu'ils les retiennent pour agir. Pas s'arrêter à dire que l'émission, ça règle bien. Non. Je reviendrai juste pour la dernière question sur la responsabilité, on termine par là. Mais comment finir avec cette question, M. Nommé Bayaba, quoi qu'on dise sur nous, il ne faut pas oublier qu'on vient de prolonger l'embargo d'une année. Bon, je suivis. Il n'y a pas d'embargo. Je suivis Châtelier, je crois. Ambassadeur. Ambassadeur, pas d'accord. Mais après, de l'autre côté, on a dit que. Il y a du réfifi dessus. Il faut lire. Il y a tout un débat dessus. Il faut lire le communiqué du Quand on lit le communiqué, on voit que bon, plusieurs tournures, il faut signifier, Mais ensuite, cette question des contrôles d'armes. Bref, la question de 23, on met un terme à cette question comment? Merci. Je voudrais vraiment tranquilliser Paty par rapport à sa préoccupation, parce qu'on a l'impression que Nomi, nos forêts s'en vont, il y en a ceux qui achètent, etc. Heureusement que la législation de notre pays, lorsque vous regardez le code forestier, le code minier, les achats ne sont pas reconnus. Concessions. Ce sont des concessions qui sont remises à des personnes pour une durée bien déterminée, avec les certificats d'amphitéose. Au bout, il faut renouveler, etc. Et donc, au moins là, nous avons la garantie. Mais nous n'avons pas la garantie pour savoir quelle est la quantité qui est exploitée. Et là, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, parce que les anciens terrains ne sont pas les terrains d'aujourd'hui. Quelqu'un occupe un espace, il exploite comme il attend. Comme il veut. Je voudrais aussi
dit qu'effectivement, à un moment donné, dans notre pays, on a senti une évolution positive au niveau de l'encadrement, que ce soit les policiers, que ce soit les militaires, etc. Ils avaient l'air seuls, ils avaient les rations, etc. La situation d'aujourd'hui, il faut relativiser un peu. Hier, on était 13 millions de personnes. On est allé à 27 millions. Aujourd'hui, on est à plus de 100 millions. Entre-temps, les outils de production des richesses se sont nivellés vers le bas. Entre-temps, la population augmente de manière géométrique. Ce paradoxe entre les richesses qui vont à vitesse arithmétique et la population qui va à vitesse géométrique, c'est ce qui pose véritablement des problèmes. Certainement que nous avons raison de dire, mais nous faisons quoi et quelles sont les alternatives? Je voudrais également saluer l'exemple qui a été donné par, je crois que c'est le professeur Kalele qui parlait du Cuba et qui a résisté. C'est un exemple palpable. Et prof, vous connaissez que le Cuba, qui est un État en Amérique, le pays a produit son génie, sa propre vision du monde. Parce qu'en réalité, il y a un paradigme occidental. Si vous copiez le paradigme occidental, vous ne pouvez pas bouger. Mais lui, avec Castro, compagnie, il a créé son génie propre. Il a son génie propre. Un Cubain ne peut pas aller se faire soigner aux États-Unis. Il y a des Américains qui peuvent aller au Cuba. Aujourd'hui, la même situation avec les Indiens, les Chinois. Qui peuvent se soigner chez eux. Il y a plein en Inde, en Italie, en train de se faire soigner. Il faut avoir un génie aussi pour présenter les alternatives. J'ai vu le président Kabila, Laurent, à un moment donné, lorsqu'il fallait se battre contre la rébellion, j'étais à Guémena lorsqu'on a envoyé des bombes qu'on a fabriquées ici. Artisanat, Kremka existe C'est l'objectif. L'objectif a été atteint. Voilà. Et pourquoi on ne peut pas tenter? Kremka, la responsabilité de nos intellectuels aussi, etc. Certainement qu'on va dire, écoutez, il n'y a pas de moyens. La responsabilité de l'élite. Il y a une responsabilité partagée. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous faites quoi? Travailler pour nous donner des alternatives, que ce soit dans le domaine de la sécurité. Je connais le truc qu'on utilise généralement ici, Mbassou. C'est un truc qui est une bombe, un virus caché, qu'on peut capitaliser comme expérience. Mbassou de la maladie. Oui. Qu'on jette sur les gens là. Oui. On peut faire une bombe. C'est une arme biologique. Ça, c'est une sorcellerie. Voilà, et c'est ça, justement. On va faire un débat avec vous. C'est une sorcellerie. On va faire un débat. J'ai les topoquets dans la province orientale. Ils ont un produit, quand on les noquille dans les îles, on peut voir à 2000 km pour savoir où se trouve l'ennemi. On peut même localiser l'ennemi. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut utiliser. Mais aux États-Unis, ils connaissent mieux l'Amérique que moi, il y a des soldats mentalistes qui, une fois se concentrent, ils se voient que dans tel endroit, les gens sont en train de faire représenter les missions. Pourquoi nous ne pouvons pas chercher des alternatives? Pourquoi nous revenons sur la même chose? Est-ce qu'on va changer ce pays vraiment en copiant, on a la volonté de changer? En faisant du copier-coller de l'Occident, ça marche. Or, aujourd'hui, le contexte géopolitique est favorable. La guerre entre l'Orient et l'Occident donne des opportunités pour que nous puissions réfléchir. Encore que nous ayons des chercheurs sérieux, des hommes politiques sérieux, des opérateurs économiques sérieux. Tout le monde est sérieux. Si on a les gens légers, superficiels, comme l'a dit le prof Kalele. Jeter le ballon dans telle ou telle direction, mais oubliant la responsabilité qui est véritablement la nôtre. Je voudrais également dire que, vous savez, les gens qui font la guerre, vous avez entendu comment l'Abyssinie, les militaires ont résisté, et compagnie, etc. Il y a des gens qui se sont battus dans ce pays, qui ont une renommée, en fait. Je ne suis pas l'africaniste. Je crois à ces gens-là. Ils nous regardent là où ils sont. Est-ce que vous avez compris, Patti, lorsqu'on était à Kinshasa, l'AFDEL était en train d'entrer dans cette ville. Le général Mayele a quitté chez lui jusqu'à aller au Katachi pour éviter le massacre dans la ville. Est-ce que vous entendez, on parle de noyer des autres? Il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie, il a laissé ses enfants. J'ai vu même sa maison vendue. Et on ne parle même pas de cet homme-là. Alors il faut quelqu'un pour être parlé. C'est ça aussi. Et donc tous ces esprits supérieurs. On dit donc que ces esprits supérieurs qui nous ont emmenés à la Coupe du Monde n'ont pas été bien traités. C'est comme ça qu'il faut que nous y allons. C'est un problème aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on va honorer
Tout ce qui nous a emmenés, sinon ça va être compliqué. Je voudrais quand même que tous ces gens, tous ces esprits, ces grands esprits qui ont travaillé pour l'intérêt général, qui à un certain moment de la vie se sont investis, ont payé même de leur vie, qu'on puisse véritablement les honorer. Alors on fait comment On fait quoi aujourd'hui avec le Rwanda, avec les M23? On fait quoi? Non, nous avons que cette émission la politique gouvernementale. La politique gouvernementale a été portée sur 3 axes. L'axe politique, l'axe diplomatique, l'axe militaire. L'axe diplomatique, vous voyez comment le gouvernement de la République, au travers du président de la République... Apparemment, l'axe diplomatique et l'axe militaire ne marchent pas, ne donnent pas des résultats escomptés. Hein? Non. Il y a une évolution. Non. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps à Goma. C'est vrai qu'il y a plus de peur que de mal. Les gens sont en train véritablement de se battre. C'est vrai que... Bunagana est occupé. Il y a une partie du Congo qui est occupée. Il y a des guerres qui font... Mais la Russie... la Russie a prévu, a programmé sa guerre pour 7 jours, non? On est en combien de temps? C'est ça aussi. Donc, surtout que ceux qui se battent contre nous, ce n'est pas seulement le Rwanda. Ce sont des puissances d'argent qui passent par l'entremise du Rwanda. Il faut activer la vraie diplomatie avec ces gens-là. Mais il faut se préparer comme les Kiba. Nous auto-organiser. J'ai vu des chefs coutumiers qui sont allés. Moi je commence à respecter vraiment la coutume aujourd'hui, beaucoup. Hein. Ils étaient. La cérémonie des chefs coutumiers à la gare centrale. Ça, ce n'était pas du fanfaronnage. On fait des déclarations incantatoires. Voilà. Ils peuvent pas nous aider, n'est-ce pas, qu'organiser les abeilles pour chasser même les F-3 à Bunagana. Ça, on peut voir les chefs coutumiers. Ces abeilles-là qui avaient dérangé les chefs de l'État lors d'un voyage ici, là. On avait dit. Les chefs. Moi, j'ai dit. On peut prendre ces abeilles-là, on les envoie dans l'Est. Voilà. Et donc, tout ça, ce sont des alternatives qu'il faut expérimenter. Et ça, on en a besoin. Mais il ne faut pas dire que dès qu'on opte pour l'axe militaire et que le même jour, de manière automatique, on a solution. Non. Ces gens qui sont venus aussi se sont préparés. Certainement que nous avons un atout supplémentaire parce que c'est notre pays et nous sommes calmes parce que nous nous défendons. Et qu'au bout d'un certain temps, certainement qu'on aura des résultats. Ça va de soi. Mais est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui qu'on n'avance pas? Moi je dis, on est en train d'avancer. On avance quand même. Beaucoup de on voit le président de la République vraiment se battre bec-en comme un diable dans un bénitier pour apporter la solution aujourd'hui. On le voit à gauche, à droite, on le voit se donner à fond. Le président a quand même eu le courage de dire que c'est le Rwanda, chose qu'on ne disait pas dire clairement. Il y a une évolution positive. Il y a une évolution positive de la pression. La classe politique qui est censée être la classe dirigeante, qui est censée être une entité de conception et de direction de boussole de la République. Elle doit être en mesure d'avoir une intelligence émotionnelle pour qu'à un moment donné, on met en place un cabinet de la paix, de telle sorte que dans une sorte d'intelligence... Tous les acteurs disent aujourd'hui, derrière le chef de l'État, oui. Pour cette situation, est-ce que c'est possible pour les acteurs, parce que les acteurs politiques congolais tous voient leurs intérêts, qui voient comment ça va marcher? Si ça marche, Félix va être applaudi, moi je ne sais pas être candidat. Si on a ces calculs-là, sur d'autres questions, on pouvait dire aujourd'hui... Même si ce n'est pas Félix aujourd'hui, qui va venir... Ça va poser problème. Alors est-ce qu'il ne fallait pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait l'unanimité derrière Félix Tshisekedi pour dire Albert Moleka, Kalele Kabila, Pati Katanga, Yamba Yamba, Katumbi, Fayoulou, Mukwege, tous... Vital Kamere, tous, j'ai oublié, Adolphe Mozito, tous derrière... Félix Tshisekedi. Derrière la République. Oui, mais il y a un commandant en chef. Il y a un commandant en chef. Sous la houlette, derrière la République. Parce le professeur Kalele Kabila n'est pas d'accord. Il y a des gens qui sont très sensibles par rapport à ça. C'est comme ça que le professeur est tenté de bouger la tête. Mais il y a un commandant en chef aujourd'hui. Félix Tshisekedi, c'est le symbole de l'unité nationale. On ne va pas tenir les armes. Le grand problème, c'est le moral, pour relever le moral de notre armée. Pour dissuader nos ennemis sur le terrain. Si tous nous sommes ensemble, tous nous partageons le même langage, tous nous formons ce que nous appelons le pacte républicain, ça va dissuader les autres. Très bien. Et ça va niveler les efforts du bas. Mais si on sait que malgré les efforts que font le gouvernement de la République, et ces efforts parfois ne sont pas reconnus par la Mouka, pas tel ou tel. On est divisé de l'intérieur. On est divisé.
ils vont profiter véritablement de Cette cette division division pour nous neutraliser. Parce qu'ils D'accord. auront besoin de dire, professeur Kalele, viens à Kigali, on va discuter. On va discuter avec vous, etc. Et ça fragilise le Et pays. ça fragilise pratiquement ce que nous aurons fait. Donc, aucun pays de la sous-région, parce qu'il y a des pays satellitaires. Le Congo, c'est un pays locomotive. Aucun pays de la région ne peut accepter véritablement que nous puissions faire avancer ce pays. Ou le Congo puisse trôner au-dessus de l'Amérique. Nous allons trôner si on le veut, si on s'organise de Ben, l'intérieur, il faut comme on a qu'on dit. s'organise. Mais alors qu'il faut construire des interactions dynamiques entre la population et la classe politique, encore que maintenant qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas continuer à dilapider les ressources disponibles et qu'on soit en mesure véritablement de drainer ça pour que ça soit affecté de manière rationnelle dans les secteurs que nous avons besoin pour relever le défi. Ça, c'est important. Des dossiers comme la GKMI, et là je termine, lorsque vous dites que vous citez, non, c'était parti, l'IGF parle de 350 milliards. Ça aussi, c'est gravissime. Ouais. Alors, s'il y a des dossiers comme ça, il faut savoir les fouiller, il faut savoir responsabiliser qui des droits et savoir montrer à la population que non seulement nous faisons la guerre contre les ennemis, mais aussi contre les mauvaises pratiques de la vie. Merci. Je pense. Je vais vous donner la parole. Patrick Farah, juste le mot de la fin des invités. Nous vous supplions, le réalisateur Patrick Fouta, please, avec toute l'équipe, pour que je donne juste un mot de la fin aux invités. Le professeur Kalele qui piaffe un peu d'impatience. Alors je commence de ce côté. Non, je vais faire le tour pour finir par là. Je voulais simplement dire, oui. Quand vous parlez de l'argent détourné en termes de centaines de milliards, quand l'IGF en parle, quand le ministère des Finances en parle, il y a beaucoup d'argent qui entre, que la population constate qu'elle n'est pas payée. Vous calculez son moral. Ça veut dire qu'on fait la promotion de ce qui est généré des recettes, mais, oui, mais on ne sent pas... Les gens n'en vivent pas. Je suis à l'université de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui le 7. Il y a des professeurs qui ne sont pas payés. On paye par tranche. Alors, qui va vous croire avec vous, tout ce que vous dites là, qu'on a engagé beaucoup d'argent? Non, il y a aussi une politique dans la pratique qui démotive la population, qui l'empêche de soutenir les dirigeants. C'est quelle politique? La prolétarisation du peuple. Si on a produit beaucoup d'argent, mais les gens doivent en vivre, doivent sentir. Il ne faudrait pas que ce soit un groupe de gens qui en bénéficient, pas les autres. Est-ce que vous avez entendu une seule fois sous l'État belge qu'il y avait des mois de plus de différentes fins de mois? Le 30, c'était le 30 pour tout le monde, même dans le coin le plus reculé. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font 5 mois, une année, sinon davantage, impayés. Vous allez leur demander de soutenir qui et ils vont vous écouter comment. D'accord. Patrick Katonga, votre mot de la fin. Bon, écoutez, je n'aimerais pas qu'on discrédite le travail de l'IGF. Il fait un travail appréciable. Lorsqu'il y a un Congolais qui fait son travail, il faut applaudir. Il faut applaudir, surtout lorsqu'il le fait. Moi, j'ai dit disséquer les enjeux. Lorsqu'on a un Congolais qui a compris les enjeux et qui met à notre disposition, il ne faut pas créer une polémique autour. Les rapports de l'IGF, ce n'est pas une polémique. Les rapports est public, tout le monde peut le consulter. De 2011 à 2019. D'accord. 350 milliards disparus de la GKMI. La GKMI aujourd'hui
vaut des dettes. La Gécamine n'a plus d'actifs. La Gécamine est passif et il faudra longtemps et très longtemps pour chercher à remonter la Gécamine. Okay. Donc le rapport est public, ce n'est pas moi qui l'ai dit. D'accord. Bon, on va dire quoi? On va dire que, en ce qui concerne l'Angola, ce que nous venons de signer en Angola, le président de la République, c'est qu'il faut donner aux Congolais la bonne information. Parce que nous avons 3 communiqués divergents. Le communiqué rwandais, je l'ai lu ce matin. Lui, il contredit complètement ce que dit le communiqué congolais. Le communiqué rwandais dit le problème de M23, le Rwanda a réussi à faire comprendre que le problème de M23, c'est un problème congolo-congolais. Donc, ils vont les résoudre dans le cadre entre eux. Des deux. À Nairobi. Des deux, à Nairobi. Des deux. Que le Congo a reconnu qu'il y a l'existence FDLR derrière moi qui donne un coup de main au FARDC. Complètement en déphasage avec ce que le communiqué de Kinshasa dit. Le communiqué de l'Angola, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, ce qu'on m'a rapporté, il ne va pas dans le sens du communiqué congolais. On doit donner la vérité aux Congolais. Parce que les Congolais disent aujourd'hui qu'ils n'ont donné mandat à personne, alors à personne, pour vendre la République démocratique du Congo. D'accord. Merci. Albert Moleka, pour finir. Oui, Peter, je pense que, comme l'a dit le doyen, le professeur Kalele, et pour l'intérêt des téléspectateurs, il faudrait bien sûr structurer et bien définir les thèmes des émissions à venir, mais pour ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, 62 ans après l'indépendance, nous pouvons affirmer que la situation et du pays et de ses habitants est beaucoup plus mauvaise qu'en 60. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, je serais déjà content si, comme nous étions en 60, on pouvait boire l'eau du robinet sans attraper de l'amide. Ça existait aussi dans ce pays. Aujourd'hui, c'est la matière fécale qui sort de le robinet. En ce qui concerne... on a vu ça à Mbinza-Pigeon. En ce qui concerne le défi sécuritaire et les problèmes du M23, je voudrais quand même rappeler, ayant sur ce plateau un Maï-Maï, donc un résistant. Les résistants sont des combattants patriotes congolais qui se battent pour la terre de leurs ancêtres et qui se battent toujours contre l'ennemi, l'agresseur du pays. D'accord. Les résistants, les patriotes, c'est pas des gens qui se battent entre groupes armés simplement, non, contre les ennemis. Les envahisseurs. Contre les ennemis, donc les envahisseurs. Et je crois que leurs valeurs et leurs actions, on doit en tenir compte dans la définition d'une politique de défense et aussi de l'appui à nos forces combattantes, donc au FARDC. Et comme le professeur l'a dit aussi tout à l'heure, il est nécessaire, pour ne pas dire indispensable, de créer ce consensus autour de tout ce que le gouvernement fait pour la restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire. Et je dis bien sur tout le territoire, pas seulement Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, sur tout le territoire. 1 minute pour finir, Norbert Mbemba. Bon, si le consensus n'est pas possible, de la part de la volonté de l'élite politique, c'est que très clairement, la démocratie que nous avons votée a échoué. Elle n'est pas notre démocratie. Il faut inventer une autre démocratie. Parce que les grands intellectuels qui auraient pu véritablement s'accommoder à la gestion des contradictions ont difficile à s'entendre. C'est qu'il y a quelque part, il faut se poser la question sur la pertinence de cette démocratie qui est fondamentalement importée. Deuxième chose, je n'ai pas polémiqué Paty sur la question de l'IGF. Au contraire, j'ai recevé pour la première fois cette information. Toutes mes excuses, je suis malade depuis 2 semaines. Et donc, je dis, comme vous l'avez cité, par respect, pour que ma source soit connue,
Je me suis inspiré à vous. Mais maintenant, là, je vais faire moi-même un devoir de la recherche. Je vais vous l'envoyer le rapport. Bon, à la question de savoir, les salaires n'arrivent pas. Là aussi, professeur, c'est vraiment difficile. Hier, quand vous avez commencé, nous on plairait, il faut que je sois comme Kalele. Vous aviez tout. Vous avez même l'argent pour faire la recherche, pour se déplacer, compagnie, etc. Croyez-moi, 110 millions d'habitants, c'est ça qui dérange. C'est très compliqué parce que c'est le nombre d'habitants. Je m'excuse, les outils de production ont complètement délabré. Entre-temps, certainement qu'il y a aussi la corruption, ça c'est évident. Moi je dis, est-ce que c'est pour autant dire que maintenant ou jamais, on puisse satisfaire tout le monde? Il y aura toujours des douleurs d'enfantement. Il faut savoir aussi encadrer les choses. Et je crois que c'est le travail qui véritablement s'est fait. 62 ans. On est où? On a régressé, hein, parce qu'à 60, on avait la même capacité que la Corée du Sud, l'Afrique du Sud. Et le Canada. Le Canada fait partie des G8. Oui. La Corée du Sud, 10e puissance économique mondiale, 1300 milliards. Nous, on n'a que 50 milliards. Donc nous sommes à genoux, la seule locomotive qui est vraiment à genoux. Et c'est là que je me dis, la classe politique, qui aurait, au lieu d'être emportée par l'émotion parfois toxique, est-ce qu'on ne peut pas véritablement, à un moment donné, se dire pourquoi on va nous jeter un dévolu qui montre très clairement que nous vivons dans l'imbécilité ou dans l'animalité? Pourquoi nous ne pouvons pas maintenant, comme tout le monde, réfléchir ensemble et redorer le blason de notre pays? Terminé d'ailleurs. Comment pouvez-vous accepter qu'un pays comme l'Afrique du Sud fasse partie des BRICS et nous, on ne peut pas nous faire... Les Sud-Africains qui venaient se soigner ici... Alors s'il y a moyen de citer, pendant ces genres de rencontres ou d'émissions... C'est un peu de fictanque d'ici. On discute, on fait des colloques autour de ça, on met en place des actions. Alors pas des actions de formalité d'usage, mais des actions qui puissent véritablement booster la République. Tout à fait. Moi je pense qu'on aura fait un bon bondissement. Merci beaucoup. Nous aussi nous pensons à notre manière d'organiser ce genre de débat, mais de manière quand même assez perpétuelle, parce qu'il ne faudrait plus qu'on organise ça et puis après ça disparaît. C'est pas intéressant, les gens oublient facilement. Nous allons commencer à y revenir chaque semaine. Puis il y va aussi de votre disponibilité, parce que la seule chose inefficace au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien. Les gens ont l'impression qu'on leur présente les macabres, excusez-moi les termes. Ils ont l'impression que les bons n'existent pas, les intérêts n'existent pas. Rendez-vous disponible pour que, même ceux qui nous suivent à l'étranger, comprennent qu'il y a quand même dans ce pays-là des Moleka, des Kalele, des Yamba, des Katanga, qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui peuvent prendre des choses importantes. Soyez vraiment disponible, pas seulement pour moi sur le plateau, hein, mais même pour d'autres journalistes qui estiment que vous êtes un peu difficile à avoir sur le plateau de télévision. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Le plus important, ne vous posez pas de questions sur ma personne, encore moins ma sécurité. On est passager sur cette terre, on passera. Mais le plus important, c'est dans tout ce que nous faisons dans la vie, comment nous le faisons. Il y va de l'avenir de nos enfants. Nous avons trouvé ces aînés, nous sommes là, eux vont partir, nous ensuite. Mais quel Congo laisserons-nous nos enfants? Dans quel état? Et quel serait le rôle de chacun? Politique, élite, journaliste, médecin, avocat, magistrat. Si chacun dans son coin peut juste, ne serait-ce quelques instants, faire quelque chose pour le Congo, à sa manière. Je crois que si nous suivons cet échelon, et le politique, et le ministre, et les journalistes et tout, on ferait quand même un grand pas pour le changement dans notre pays. Soyons nous-mêmes le changement que nous voulons. Exigeons aussi aux autres de faire comme nous. Ce serait une bonne chose. Merci à l'équipe technique, cette grande équipe technique qui était de mèche avec nous, Arnaud de Massamba, que je retrouve aujourd'hui, Réveil Koupa, Louison Piassi, réalisation de main de maître de pâte, Fouta Baraka, un clin d'œil au DT FIA, merci au directeur de programme, Vita, Debs, au DRH, Alex Foumo. Merci à vous, à toute cette grande équipe de Perfect Télévision. Nous revenons en force avec des émissions édifiantes et pertinentes. Il faut sauver la nation, il faut sauver le pays, il y va de notre avenir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci.
Félicitations. Nous serons là ne fût-ce que pour être vieux, ton papa. Ça